Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel, quasi hebdomadaire, mais on peut le dire, hein, regardez ça, comment on se revoit, comment on se retrouve régulièrement avec Jérémy Klein. Jérémy Klein, ça va la pêche ? C'est la pêche. La pêche. Alors c'est toi aujourd'hui qui nous a ramené ce jeu, tu nous as fait tester à Fitna, tu nous expliqueras tout à l'heure ce que c'est que Fitna, mais d'abord, bonjour François, ça va de retour à la cellule. Salut Romaric, très bien, merci beaucoup. Un régulier, Toujours nous un sommes plaisir. également avec Julien, salut. Salut Alors toi, Romaric. on t'a pas entendu la dernière fois sur Pétrole, mais Une t'avais joué première. à Pétrole, hein. J'ai joué aussi. T'avais bien joué sûr, à Pétrole bien avec sûr. nous. Pas le soir où on a enregistré le podcast, mais il avait joué avant, Il avait subi la soirée de Les bêta-tests. découverte du jeu. un bêta-test, Bêta-test. effectivement. Donc Julien, pour le présenter très rapidement, c'est un spécialiste en alcool, donc très utile quand on fait du jeu de société et du jeu de rôle, faut le dire quand même. Eh ben, Ça, exactement, c'est le. voilà. Ouais. c'est ton Ouais, métier bien sûr. principal, mais à côté de ça, grand joueur de Magic, 50e joueur français cette année, puisque En tu as fait... 45, Romaric. 45, s'il vous plaît. Parce que monsieur a fait une Coupe de France de Magic et il est arrivé 45e. Donc grand joueur de Magic devant l'éternel, grand joueur de jeux de société, voilà. Donc ça me fait très plaisir de te retrouver avec nous. Bah, à la merci de m'avoir Cellule. invité. Génial. T'as plein Grand joueur de... de Fitna en plus. De quoi? De Fitna? Grand joueur de oui, Fitna. puisqu'il nous a explosé la tronche, on peut le dire. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Julien? Que bientôt, il allait ouvrir une petite boutique sur le Sillon, là. Ça se précise. Ça se précise Voilà. fortement. Et tu Plus nous les accueilleras? Plus les travaux, bien sûr. Hein Bah, on pourra faire des sessions. Des Voilà. sessions sur place, exactement. Alors, c'est quoi? C'est un bar à vin que tu ouvres, en fait, Cave sur le Sillon. et bar à vin. Ah, On va ça faire y les est, deux. On voilà. va faire les deux. Cave la journée et puis un petit peu sur le créneau de l'apéritif, C'est- le côté bar à vin. Il est formidable, cet homme-là. Café, thé, Tac. épicerie fine. Je vais te monter un peu le son parce que il parle tout doucement, notre Julien. Ah oui, donc c'est très bien. Ok. Et bah du coup, nous, ça nous fera un nouveau spot pour pouvoir éventuellement enregistrer des émissions. On viendra te Pourquoi voir. pas. Et puis, Ouais, bien ça sûr. pourrait être sympa Bien sûr. d'enregistrer dans cette ambiance-là. Voilà. Donc ça, c'était pour présenter Julien. Donc ce soir, on a joué à Fitna. Fitna, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement, Jérémy, le jeu que tu nous as ramené là? Alors, c'est un wargame qui a été édité par Nuts, un éditeur français. L'auteur est français, il s'appelle Pierre Razou. Et c'est un jeu qui se situe au Moyen-Orient, on va dire juste après le printemps arabe. Donc, c'est vraiment au moment où Daesh était très présent dans la région. Et où par ailleurs les États tout autour étaient déstabilisés par des Exactement. situations intérieures La complexes. Syrie qui a eu tentative de coup d'État pendant le printemps arabe et que Bachar el-Assad, À mater dans le sang. c'est ça, avec Et l'aide le des gaz. Russes. Les Kurdes aussi sont rébellés, notamment en Turquie, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris le scénario. Ils ont toujours été une tension en Turquie. Historiquement, effectivement. Mais en fait, disons que la Turquie a profité en fait du bouleversement pour écraser les Kurdes qui se trouvaient sur le territoire. Mais on aura l'occasion d'y revenir au cours du scénario qu'on a joué. C'est un jeu en tout cas qui est sorti en Et t'oublies 2020. l'Irak? De quoi? T'oublies la situation. Ouais, on a Ah oui, il y a l'Irak, on a l'Irak. Oh, il y a plein de pays. Et tac. Oui, mais c'était quoi les autres factions Alors qu'on nous, a joué? on a joué sur le scénario numéro 3 qui est la Syrie, la Turquie, l'Irak. Voilà, exactement. Ouais. Donc Julien jouait, L'Irak. François jouait, J'avais la série. Je jouais Daesh. tu jouais Daesh, Jérémy, et moi, quant à moi, je jouais la Turquie. La possibilité dans le jeu avec d'autres scénarios de pouvoir jouer avec l'Arabie Saoudite, avec Israël, avec l'Iran aussi. Et c'est déjà pas mal. C'est- Ce jeu est sorti en 2020 avant le Covid. Je dis ça parce que du coup le dernier scénario, je pense que la référence du dernier scénario c'est 2018. Donc c'est vraiment, je pense qu'un jeu que l'auteur a voulu vraiment coller à l'actualité. Oui. C'est un auteur, il est directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Il est aussi auteur de livres sur la guerre en Iran, en Irak et sur le Tsahal, donc l'armée israélienne. Et il participe aussi à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Donc tout ça pour dire que c'est un monsieur qui connaît en fait le sujet. Il ne l'a pas créé par hasard, il ne l'a pas créé de manière à que ça soit ludique. Il l'a créé de manière à en fait étudier une situation militaire à un moment donné
et étudier aussi les probables futurs. Alors, plus exactement, les rapports de force militaires. Parce que, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il s'agit d'un wargame et pas d'un jeu de rôle. Effectivement. Une petite note importante, parce qu'au début, il y a un petit laïus pour dire que la cellule est le podcast critique du jeu de rôle. Là, ici, on a fait un jeu à rôle, vas-y, justement. Vas-y. On a joué tous un pays ou en tout cas une force en présence dans la région, mais on est sur une mécanique de wargame. Alors, lui utilise le thème Warto parce qu'en fait, on utilise par exemple des cartes, tout un système de cartes précis qui fait que du coup, le jeu, on va dire, est un peu plus allégé qu'un wargame classique. Parce que normalement, je pense que pour ce qu'on a joué, on a fait 2 heures, 3 heures de partie, je ne me rends pas compte. Quasiment 3 heures. Ouais. Mais dans d'autres jeux, pour le même genre de situation, je pense qu'il faudrait 6 heures, 8 heures. Quoi. Il a allégé son système pour que ça soit au plus simple et plus efficace. Donc c'est un wargame dans lequel chaque joueur joue le rôle d'un État. Ouais. Voilà, un État, pas une nation. Un État, en tout cas dans le scénario là. Effectivement. Sauf toi qui jouais. Alors, il y a débat parce que toi tu jouais l'État islamique, Jérémy. Oui. Alors qui n'est pas. C'est un État puisque il s'est autoproclamé État islamique, mais il émerge de convictions idéologiques, j'ai envie de dire. Ce qui est un petit peu particulier dans la. Mais en tout cas, on joue des États. C'est important. Non, en tout cas, dans le scénario qu'on a joué, effectivement, c'est le plus important. Il faut savoir que le scénario qui est proposé, qu'on a joué, normalement, il n'y a que 3 États qui jouent, c'est-à-dire la Turquie, la Syrie et l'Irak. Mais il a moyen, quand on a un 4e joueur, de rajouter un 4e joueur qui joue Daesh. Mais normalement, Daesh n'est pas une faction qui est jouée par un joueur. Mais qui est joué par l'intermédiaire de cartes, et donc quelque part qui est joué par tous les joueurs. Mais là, on a enlevé les cartes qui permettent justement que les joueurs jouent Daesh pour qu'il y ait un seul joueur qui joue Daesh. C'est intéressant comme position ludique de penser ou de croire que Daesh pourrait être une puissance manipulée par d'autres joueurs. Je pense que c'est le point de vue de l'auteur. J'ai vu une interview il y a 4-5 ans quand le jeu était sorti, et je crois me souvenir que pour lui, dans la situation, Daesh avait un peu un rôle de bouclier dans la région. Bouc émissaire. Parce que ça fait un groupe entre Israël et l'Iran, par exemple. Il y a quelque chose, il y a une problématique entre les deux. On l'a bien vu au cours de la partie, au final, toi qui jouais Daesh, tu m'as servi à me protéger indirectement de Julien, par exemple, qui était devenu très menaçant. Et du coup, j'ai sciemment décidé certaines fois de ne pas t'attaquer, de te laisser même sur mon territoire, pour faire en sorte que Julien soit obligé de passer sur toi en premier. Il faut décrire les mécaniques du jeu, peut-être quelques-unes, pas tout, mais... Avant, je voudrais rajouter quand même qu'il y a une faction qu'on n'a pas jouée, mais qui est présente, ce sont les Kurdes. Et les Kurdes ont été joués un petit peu par tout le monde aussi. Effectivement, il y a le moyen d'être joué. Ils ont servi de bras armés à Romaric quand même un petit peu pendant des séquences de la partie. Et Romaric qui jouait les Turcs. Donc je jouais la Turquie. Donc ils ont servi de bras armés à Erdogan. Et on sait que justement... Mais on en reviendra sur la dimension historique du jeu. Donc, tu dis un scénario. Pourquoi ? Oui, parce que du coup, dans le jeu, en fait, on peut déjà jouer différentes périodes de l'histoire. On peut jouer du coup à différents modes de joueurs, c'est-à-dire qu'on peut jouer à 2 joueurs, il y a un scénario 2 joueurs au départ, où c'est justement la rébellion en Syrie. Et on peut jouer aussi des scénarios qui sont plutôt des what if, c'est-à-dire par exemple, je sais qu'il y a un scénario, si tous les Kurdes se réunissaient, vraiment en force unique, qu'est-ce qui se passerait dans la région ? Mais il pourrait y avoir d'autres scénarios. Il propose même d'en inventer. Alors là, je pense qu'il faut être vraiment connaisseur pour pouvoir oser inventer un scénario de fitna, parce que je pense que l'auteur a vraiment un haut niveau de connaissance du sujet, que très peu de gens seraient capables d'inventer un scénario qui aurait un sens potentiellement historique. Pour la mécanique du jeu, tu qu'on se lance rapidement. Ok. Mais après, on fera un petit tour de table pour voir quels étaient les rôles de chacun. Mais vas-y. Bon, grosso modo, les joueurs ont 4 cartes en main. Il y a 2 types de cartes, les événements et les assets, parce que ça veut dire équipement, je crois. Je me trompe peut-être. Bon, peu importe. Ces cartes-là, en début de partie, on peut jouer des événements qui va donc déclencher des possibilités, notamment de jouer des Kurdes, de se renforcer ou vraiment même faire des
des bombardements avec l'aviation pour essayer d'éliminer des unités sur des cases. Récupérer des troupes qui ont été blessées, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a joué les événements, on peut dépenser encore des cartes, mais cette fois-ci, chaque carte en fait a un numéro en haut à droite de la carte, ce qu'on appelle des points d'opération. On a le droit de dépenser jusqu'à 2 cartes maximum. Donc imaginons que je défausse un 6 et un 4, ça me fait en tout 10 points d'opération. Donc les cartes ont à la fois des effets et en même temps peuvent être utilisées comme des points d'opération. Donc chacune a des coups, pas des coups, mais a des points d'opération. Voilà, qu'elles allouent. Ouais. C'est un peu comme les encres dans l'Orcana, tu vois, c'est des cartes. Ouais, complètement. Tu peux utiliser chaque carte soit pour son effet, pour elle-même, soit les utiliser pour le nombre d'opérations qu'elle t'apporte. Évidemment, plus une carte est forte, plus la sacrifier pour en faire des coups d'opération vous donne beaucoup de coups d'opération. Par exemple, moi, les cartes événements les plus fortes que j'avais me donnaient jusqu'à 6 points d'opération possibles, et les cartes les moins fortes me donnaient 3 ou 4. Voilà. Ouais, c'est 4, justement, s'il n'y a pas de 4 minimum, peut-être. Donc voilà. Donc soit vous choisissez de jouer les cartes pour leur effet, soit vous choisissez de jouer les cartes pour le nombre d'opérations qu'elles vous donnent militairement pendant votre tour. Ces points d'opération, au départ, on va les utiliser pour déplacer les troupes. Je n'ai pas expliqué toute la mécanique de déplacement parce que oralement, sans le visuel, c'est peut-être un peu compliqué, mais on va dire qu'en partie, au départ, on utilise des points d'opération pour déplacer nos troupes, et ensuite, on peut utiliser les points restants pour commencer à lancer des offensives sur les zones adjacentes. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un plateau de jeu avec nos petits pions qui représentent des zones localisées comme Bagdad par exemple que je vois en face. Il y a moyen du coup de déplacer nos pions et ensuite de dire de Bagdad j'attaque Fallujah parce qu'il y a des troupes adverses qui sont devant la porte de Bagdad pour essayer de reprendre ou conquérir Fallujah. Et c'est là que c'est hallucinant, c'est que le jeu et la carte respectent absolument les lignes de communication qui sont établies entre les différentes villes, les différents aspects géographiques, relief, topographiques en fait de chaque pays. Et en fait, les villes sont les véritables villes. Les troupes sont véritablement simulées. Tout est vraiment extrêmement réaliste dans Fitna. Faut pas s'imaginer quelconque élément de magie, de trucs comme ça. C'est vraiment totalement réaliste. C'est une simulation réaliste. Il n'y a pas de place à la fantaisie, quoi. Pas du tout. Et justement pas. Ensuite, une fois qu'on a fait les combats... il y a des déplacements puis combats, ouais. On finit par un mouvement stratégique, c'est-à-dire qu'on a le droit de déplacer n'importe quel pion sur une zone qu'on contrôle, n'importe où, ce qui permet d'avoir justement un positionnement stratégique. Et après, derrière, on a le droit de repiocher des cartes pour avoir 4 cartes en main. Alors, ensuite, c'est un scénario dans la mesure où, la préparation, il y a une sorte de maître de jeu, quelqu'un qui amène le jeu, qui connaît en fait les forces en présence et qui va préparer. T'as mis 45 minutes à préparer la partie. Pour celui-là, mais ça peut prendre 45 minutes pour le scénario à 6 joueurs. Voilà. Là, je crois que ça ferait une grosse demi-heure pour 4 joueurs. C'est-à-dire que sur chaque case, le maître du jeu, la personne qui prépare la partie, doit mettre en fait les forces en présence. Il doit s'assurer que les forces en présence sont bien dans les bonnes villes, aux bons endroits. Puis aussi s'assurer que les rôles de chacun, les cartes à chacun sont bien établis. Et c'est là justement que le jeu devient... Alors, c'est pas vraiment un jeu de rôle, mais chacun est dans le rôle, embrasse la cause d'un État, puisque chacun d'entre nous a reçu donc une carte donc, pour le scénario qui stipule quoi tiens, qui veut se lancer? François. Alors, c'est une aide de jeu, hein. C'est un truc qui a été rajouté. Normalement, c'est dans les règles sur un papier, mais pour que chaque joueur ait bien vraiment sa vision de son objectif, j'ai rajouté cette petite carte pour chaque scénario qui indique du coup quel camp on joue, quelle faction on joue, quel état on joue. Ça indique aussi à quel moment on joue, c'est-à-dire que par exemple, François, il joue les Syriens, il était le joueur numéro 1, donc il joue en premier. Et ensuite, ça indique ses conditions de victoire, parce que bien sûr, chaque pays n'a pas le même agenda, n'a pas les mêmes objectifs dans la vie, sachant que la Syrie... Justement, vas-y François. Alors, moi par exemple, on a 4 niveaux de victoire. Mon prérequis, donc le niveau de base pour gagner, c'était de contrôler 4 villes très précises sur le territoire syrien, donc Damascus, Tartus, Latakia et Alep. Notamment, on apprenait une victoire mineure, je devais contrôler 13 cases en Syrie, objectif qui a été laminé au dernier moment.
Ouais. Ensuite, j'avais une victoire majeure. Donc là, par exemple, je vais éliminer toutes les unités rebelles et contrôler 15 cases sur mon territoire. Et enfin, une victoire décisive. Là, il faut que j'élimine toutes les unités rebelles ainsi que les unités de Daesh et contrôler 18 cases en Syrie. Alors, j'ai pas compté, mais c'est la quasi-totalité de mon territoire, je pense. Donc, objectif pas facile, possible, sachant qu'il est bien enclavé par la Turquie et par l'Irak. Julien, donc toi tu jouais l'Irak. Donc moi je jouais l'Irak. Donc comme prérequis je devais contrôler Basra, Najaf, Karbala et Bagdad. Donc tout ça c'est des villes d'Irak. Voilà. Ouais, sur lesquelles d'ailleurs le jeu m'a placé dès le début. J'avais les 4 villes déjà en possession de départ. J'avais une condition de victoire mineure de contrôler 21 cases en Irak, sachant que sur la carte, l'Irak est quand même c'est le pays le plus grand. C'est le pays le plus grand, clairement, qui fait plus de la moitié de la carte. En victoire majeure, contrôler 24 cases en Irak, mais dont Mossoul qui était en possession d'ailleurs de l'État islamique pendant la quasi-totalité de la partie. Tout à fait. Et enfin, avec une victoire décisive, les mêmes conditions donc, que pour la victoire majeure, mais en plus, contrôler soit Kirkuk, soit une case donc en Turquie, soit 2 cases en Syrie. Et sachant que tu as réalisé, toi en l'occurrence, tu es le grand gagnant de cette partie, on peut le spoiler tout de suite, puisque tu as réalisé absolument tous tes prérequis, ton prérequis était réalisé, et tu as enchaîné... le dernier tour avec 2 cases, magnifique. exactement, avec 2 cases en Syrie. Donc moi en tant que Turquie, et c'est ça qui est très intéressant, moi je trouve que j'ai sans doute un des rôles les plus intéressants du point de vue historique, j'entends, enfin du point de vue réalité ou réalisme historique, je sais pas comment dire, du point de vue en tout cas on en voit le sens dans nous, de ce qu'on en connaît, on sait pourquoi il a ce prérequis là. Peut-être qu'on connaît mieux parce que plus proche de l'Europe aussi, Erdogan c'est, je sais pas. Donc mon prérequis c'était évidemment de contrôler l'ensemble du territoire turc, et notamment d'anéantir la rébellion du PKK. Et ça c'est vrai que quand on connaît l'histoire turque, quand on connaît surtout les agendas d'Erdogan, on sait que c'est très très important pour lui d'empêcher en fait le PKK ou les Kurdes même de revendiquer quelconque partie du territoire turc. Victoire mineure, contrôler 5 cases en Syrie. Y compris avec les milices et les rebelles qui se trouvaient déjà là-bas. Il faut savoir que moi, quand je commence la partie, j'ai quelques milices qui se trouvent en Syrie pour une raison très très simple, c'est que pendant très très longtemps, Bachar al-Assad et Erdogan étaient alliés et avaient des intérêts communs jusqu'à justement le printemps arabe, où là, à ce moment-là, Erdogan y a vu une occasion de réveiller son grand rêve de l'Empire ottoman et de devenir majeur dans la région. Effectivement, l'alliance, on ne l'a pas vu sur cette partie. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on a commencé en mode... Toi, tu as commencé vraiment en mode... bon, là, Erdogan, tu dégages, quoi. C'est ça. Tu contrôlais, en fait, d'entrée de jeu, tu contrôles une ville qui est capitale pour mon prérequis, qui en plus est très bien fortifiée, donc le but du jeu n'est pas de te laisser t'installer. Mais en 2015... parce que la date du scénario, donc c'est vraiment on joue les événements, c'est compliqué. On joue une simulation. Alors c'est ça qui est compliqué. C'est un wargame. Un wargame, ça n'a pas le but de raconter l'histoire. Voilà. Ça a le but de dire dans cette situation-là, qu'est-ce que ça pourrait pu donner d'autre. Alors attends, parce que c'est fascinant, parce que au fur et à mesure de la partie, donc j'ai repris les événements qui se déroulaient et j'ai réalisé que les événements qui se déroulaient quasiment à la date près, étaient similaires à ceux qui s'étaient déroulés dans la réalité. Alors qu'aucun d'entre nous ne connaît la situation dans la région au point de respecter la timeline des événements. Je veux dire, il n'y a personne ici autour de cette table qui est un spécialiste, personne ne travaille à l'ERIS ou à je ne sais quel spécialiste des relations internationales et stratégiques. Je veux dire, donc a priori, personne ne pouvait deviner. Ça veut dire que le jeu est tellement bien fait sur son level design et sur la distribution des rôles qu'il engendre par lui-même des phénomènes de désir de conquête et de victoire qui sont très très proches de la réalité. Bon, je ferme ici cette parenthèse, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais alors, donc je finis. Ma victoire majeure, c'était de contrôler 6 cases en Syrie et aussi d'ailleurs ou 5 cases en Irak. Non, c'est soit 6 cases en Syrie. En gros, c'est de réaliser le rêve de l'Empire ottoman d'Erdogan, quoi. Contrôler 7 cases en Syrie et en Irak, dont Alep ou Mossoul pour ma victoire décisive.
Ça, j'y ai même pas pensé au cours du truc. Moi, je me suis complètement planté sur ma stratégie parce qu'au début, j'ai sous-estimé l'importance d'éliminer d'abord le PK. J'ai sous-estimé l'importance de mon prérequis sur mes possibilités de victoire. Et c'est pour ça Oui, que tu voulais déjà préparer le coup en Syrie, alors que tant que tu n'avais pas éliminé le PKK, le jeu t'interdisait même de rentrer en Syrie. En territoire, c'est ça. Et ça, j'ai fait une grosse erreur stratégique liée à ça. Et puis, enfin, j'avais sous-estimé le PKK. En fait, en vrai, j'avais l'histoire en tête et je savais que les Turcs se servaient du PKK pour lutter contre l'État islamique. En même temps, ils profitaient historiquement de la menace de l'État islamique pour faire du contrôle de leur territoire et éliminer des Kurdes. Tu vois, ils jouent sur les deux tableaux, en fait. Ça, c'est... Il y a toujours, c'est toute la problématique. Nous, on n'est pas des spécialistes, mais on sent bien que quand on creuse les choses, c'est pas... c'est vraiment de l'ordre du gris où on sent qu'ils s'utilisent les uns les autres. C'est vraiment un niveau géopolitique qui ne doit pas rester basique. C'est pas en 5 minutes qu'on maîtrise le sujet. Effectivement. Mais en tout cas, voilà, j'ai été illusionné. En fait, si tu veux, j'ai été un peu... Au début, j'ai été illusionné par une carte. J'ai pioché une carte au début événement qui me donnait le contrôle du PKK. Et cette carte m'a donné l'illusion que j'avais intérêt à pas réaliser mon prérequis immédiatement, si tu veux. Et au moment où c'est François, je crois, qui a sorti la règle en mode « Ah mais attends, tant que t'as pas éliminé le PKK... » Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment t'as vu ça en fait? C'est en relisant mes conditions de victoire. Enfin, en fait, Jérémy nous a préparé des petites cartes recto verso et en retournant, on a tous des règles spéciales. Et dans mes règles spéciales, j'ai notamment une partie où c'est mentionné que le joueur turc ne peut rentrer en Syrie ou en Irak qu'après avoir éradiqué le PKK et réuni le contrôle de la totalité des cases du PKK en Turquie. Ouais. Et comme j'étais très inquiet de ta potentielle incursion sur mes frontières, j'ai lu attentivement mes règles. Puis effectivement, moi j'ai une puissance militaire qui est très très importante. Au début, elle est effrayante. T'as plein de tanks alors que vous êtes avec des fusils. Enfin, visuellement sur les cartes. Je synthétise un poil, mais c'est ça. Ouais, je suis beaucoup plus faible que toi au début, sachant qu'on est confrontés à s'affronter très rapidement, toi et moi. Ouais. Enfin, la Syrie et la Turquie en tout cas. Et le rapport de force au départ est impressionnant. Jérémy, le I alors. Enfin, le LIS du coup, parce que le jeu. Ça, c'est un truc aussi d'édition qu'il faut dire, c'est que le jeu est intégralement en anglais. Oui. Pas à cause de son éditeur qui est anglais, mais non, il est français. Non, l'éditeur est français, mais il faut savoir que le marché du wargame est en fait un marché de niche. Ah, j'avais pas compris ça. Ok. Et donc, du coup, même les jeux wargame, français, si on veut que ça se vende, on va dire, de manière internationale, en tout cas tout public, oui, de manière internationale, tout simplement, et vaut mieux que ça soit édité qu'en anglais, parce que du coup, sinon, il faut faire des boîtes en français dans lesquelles on n'est pas sûr de vendre 500 jeux de boîtes en français. Donc, quand on est un éditeur français de wargame, pour une question de rentabilité, on a intérêt à mettre son jeu en anglais. Pour certains jeux, oui. Et là, c'est vrai, comme c'est un jeu qui, pour le coup, a vraiment un côté serious game. On n'est pas dans du Mémoire 44, où certes on évoque aussi des sujets sérieux tels que la Seconde Guerre mondiale, mais pour le coup il y a un côté plus ludique, même s'il y a aussi un côté déséquilibre dans le fait qu'il y a aussi des scénarios, et forcément il y a un camp qui est toujours plus fort, c'est-à-dire soit des fois c'est les Américains qui sont plus forts quand c'était une victoire des Américains, soit c'était les Allemands qui sont plus forts quand c'était une victoire allemande. Là, l'objectif c'est vraiment du coup que ça se très sérieux, et donc du coup je pense que c'est un jeu effectivement de niche, déjà tout simplement parce qu'un jeu qui dure minimum 3 heures, et encore nous on a réduit la partie, on a fait 4 tours, normalement c'était 6 tours si on allait jusqu'au bout, si on n'avait pas joué la carte qui permettait de raccourcir la partie, mais il peut aussi y avoir des parties jusqu'à 6 joueurs et jouer jusqu'à 12 tours, donc du coup c'est au moins 6 heures la partie, donc là forcément tu vas toucher vraiment très très peu de gens. Tout simplement, il suffit de se regarder autour de la table. Ce jeu-là, ça fait un petit moment que je te le proposais. Mais on s'est dit, ce serait bien qu'il y ait une femme qui puisse y jouer aussi pour avoir un avis féminin. Tout à fait. On a abandonné cette idée parce qu'au bout du compte, le wargame attire, et ça a déjà été remarqué par des joueurs de wargame, que des hommes. Quasiment que des hommes. Il doit y avoir, bien sûr, des femmes, mais c'est à plus de 90%, 95% des hommes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on a fait pourtant beaucoup d'efforts pour On a essayé. Hein. Non, mais c'est clair. Mais je peux comprendre. Mais c'est un thème qui est bizarre, c'est-à-dire que quand moi je me suis intéressé un peu aux questions du wargame, c'est pas le type de jeu que je préfère. Tout simplement parce que sur le jeu de société, puisque ça fait déjà des années que je joue au jeu de société, j'aime bien que ce soit un minimum équilibré, que ce soit pas trop long, qu'il n'y a pas un phénomène d'alliance pour éviter genre le kingmaking ou les choses comme ça. Mais dans un wargame, on est dans une dimension beaucoup plus réelle, et
quelque part ça passe, on va dire, parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu que les forces, les puissances qui sont en jeu ne sont pas les mêmes suivant les pays où on est. Et ça, pour moi, c'est une notion qui fait justement que ce n'est pas qu'un simple jeu, mais un serious game. Et du coup, n'attire que peu de personnes. Il faut savoir même que le jeu a été apparemment essayé à l'état-major français pour simuler des situations. Et j'ai même quelques extraits, si tu veux, je t'en lis. C'est sur des morceaux d'articles que l'auteur a dit, ou même d'autres auteurs en ont parlé, par rapport à ce genre de jeu. Depuis 2017, le wargame Fitna est utilisé par des analystes, des militaires, des experts institutionnels et des universitaires pour réfléchir à l'évolution de la conflictualité et des rapports de force au Moyen-Orient. Une 50aine de parties de test reproduisant une offensive aéroterrestre israélienne d'envergure en direction du Liban et de la Syrie. Alors là, pour le coup, actualité brûlante, assez chaude. Puisque là, à l'heure où nous enregistrons, justement, Israël mène ses premières frappes contre le Hezbollah au Liban. Donc, on est en plein dans l'actualité de... Et là, je t'ai pris un exemple, je ne savais même pas que c'était en lien avec l'actualité, mais pour le coup, ça peut être questionnant. Pour tenter d'annihiler le Hezbollah et repousser les contingents iraniens présents sur place vers le nord, aboutissent au constat suivant. En quelques semaines d'une offensive aéroterrestre déterminée appuyée de bombardements intensifs, l'armée israélienne parvient sans difficulté majeure, bien qu'avec des pertes significatives, dans la banlieue de Beyrouth ou de Damas. Et dans 60% des cas seulement, il s'agit à la fois de Beyrouth et de Damas. Alors, regardez, donc là, ce jeu a donc servi à un état-major à faire des projections réalistes sur ce qui pourrait se passer. Donc, alors... Moi, déjà, premier élément de preuve, donc chimiquement pur. Nous avons fait une partie ici, encore une fois, sans expertise aucune sur les relations internationales et stratégiques. Allez voir sur Internet les événements au Proche-Orient, des synthèses qui sont faites et proposées par des instituts de recherche sur des événements au Proche-Orient entre 2015 et 2016. On obtient globalement donc la reprise de Tikrit que tu as faite, Julien, quasiment dès le début. Ouais, c'est ça. Toi, comment tu as avancé là, avec l'Irak, par exemple? Peut-être du sud vers le nord. Du sud vers le nord. C'est vrai que ce placement de pion dès le début de la partie a été fait aussi un petit peu pour placer justement l'État islamique vraiment au centre du jeu, en plein dans le territoire justement irakien. Exact. Et moi, mon objectif, c'est de reprendre mon territoire et de remonter, en fait, tout simplement. Ouais, mais ce qui est rigolo, c'est que tu as d'abord repris les territoires occupés par l'État islamique, me semble-t-il. Oui, exactement. Et ensuite, seulement ensuite, tu t'es opposé au PKK. C'est ça. Voilà. Bah, exactement. Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça, mais parce que justement aussi géographiquement, c'était et aussi je pense que ça a été fait pour mettre certains couloirs étaient tracés, quoi. Exactement. Et tu vois, d'où l'importance aussi sur la carte de ces fameuses lignes donc qui relient les villes entre elles, qui sont en fait des axes de communication et qui montrent l'importance dans les déplacements de grand style, dans les exercices de grand style, donc dans les manœuvres militaires de grand style. Voilà, je cherchais le nom. Des voies de communication dans l'impact en fait que ça va avoir sur l'évolution de la situation sur le terrain. Donc là en fait on a bien vu que grâce à la carte de Fitna, en fait la carte de Fitna agit comme un espèce de goulet d'étranglement en fait qui oblige les joueurs à prendre des décisions qui sont très très fidèles à ce qui s'est passé finalement dans la réalité. C'est ce que disait aussi l'auteur dans son interview, effectivement il n'a pas fait les lignes au hasard. Voilà, exactement. Et donc ça, on a eu un cas chimiquement pur ce soir d'une partie qui, sur la base d'événements qui se sont réellement... C'est-à-dire qu'on a fait une photographie du Proche-Orient à un instant T, et en fait, on a déroulé 2 mois, 4 mois, 6 mois, puisque chaque tour reprend 8 mois en tout. Donc on a fait toute l'année 2015, et on a obtenu, à part la victoire écrasante de l'Irak sur la Syrie, qui n'a pas lieu, en fait. Voilà. C'est-à-dire que ta victoire décisive, Julien, est vraiment arrachée à l'histoire. Ça, là, on quitte le champ de l'histoire et on passe dans autre chose. Mais en tout cas, à part ça, jusqu'à la fin de partie où on a dépensé nos cartes un peu n'importe comment, où François fait quelques erreurs stratégiques bêtes, enfin... Oui, c'est malheureusement le coup de défendre une ville importante pour moi. Voilà, et donc tu as dû reprendre, parce qu'en vrai, si tu avais su, la partie aurait été encore différente. Oui, en fait, je suis resté toute la
Je suis resté sur ce dernier tour sur le fait que tu n'avais pas le droit de pénétrer dans mon territoire. Voilà. Mais j'avais oublié que tu avais accompli ton objectif principal qui donc te permettait ensuite de rentrer chez moi. Et ça, c'est évidemment. Ça aurait pu faire beaucoup de casse si vous m'aviez pas laissé revenir sur mon tour. Et c'est évidemment une erreur qu'un état-major n'aurait jamais fait. Là, on est sur le fait de jeu. Ouais. Voilà, on est sur le fait de jeu. Donc, au-delà des quelques faits de jeu qui sont liés vraiment à notre côté ludique de bis la carotte, il y a des moments où on se chambrait. Voilà, bon, on avait envie de. Ça fait partie très clairement. Ça fait partie. Après, au bout de 3 rounds d'affilée, on te chambre, Marek. Oui, ça, c'est sûr. C'était un prérequis. Exactement. C'est la condition de ma victoire. Donc, en tout cas, une condition de partie de jeu. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, en tout cas, on était fidèle à l'histoire. Et donc, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que qu'est-ce que ça montre, cette petite expérience qu'on a faite entre nous, c'est que le jeu est un parfait succès du point de vue de la simulation de l'évolution militaire d'une situation à un instant donné. Ce qui veut dire que là, ce que nous dit Jérémy là, donc si le jeu est bien fait, ce que nous dit Jérémy là, c'est que Benyamin Netanyahou, donc qui est le représentant du gouvernement d'extrême droite qui sévit en ce moment en Israël, excusez-moi d'en parler comme ça, a, selon le Fitna, intérêt aujourd'hui à déployer des troupes contre le Hezbollah et qu'il y aurait une certaine facilité, selon Fitna toujours, à aller jusqu'à Beyrouth, etc. Ça signifie que, si le jeu a raison, et Benyamin Netanyahou l'a annoncé, et ça commence à bruisser là, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, qu'il pourrait déployer des ressources au sol, il a aussi annoncé du sang et des larmes à sa population, ce que tu dis aussi, hein. Là il est dit que avec des pertes significatives, etc. Donc pour l'instant, on est dans la réalisation, c'est-à-dire que les prédictions sont en train de se réaliser. Ce qui est intéressant quand même. Ben, c'est perturbant en fait. C'est perturbant, hein. Parce que là, au départ, on parle d'un jeu et on se dit non, il y a déjà on parle de gens qui sont encore vivants ou qui étaient encore vivants il y a une dizaine d'années de ça. Ouais. Malgré toute leur idéologie, pour certains c'est bien néfaste, ça reste quand même des humains derrière. Et on se retrouve à dire, ok, l'avenir ça peut être ça. Oui. Et donc, c'est pas le seul jeu, Fitna, qui existe. Il y a beaucoup de chercheurs et les militaires là qui utilisent des jeux, des serious games, qui essayent de simuler un peu ce genre de situation, justement pour mieux appréhender les conflits majeurs du futur. Oui. Et donc, effectivement, déjà, 5 ans avant les faits d'aujourd'hui, l'auteur a pu déjà prédire des possibilités en disant si Israël fait ça, voilà ce qui peut se passer dans la majorité des cas. Je dis bien dans la majorité des cas parce que le jeu aussi montre un aspect qui m'a vraiment étonné dans quasiment tous les wargames, c'est la part aléatoire des choses. C'est-à-dire qu'on peut être même dans une bonne situation stratégique, quand on fait triple 1, on fait triple 1. Et c'est ce qui s'est passé. C'est arrivé ce soir. Ouais, c'est arrivé ce soir, je sais. Bon, c'est bon, me regardez pas, voilà. Vous le savez, j'ai pas de chance au dé, voilà, j'ai fait les 3 fois. Hein. Mais au-delà de ça, moi je suis pas tellement d'accord avec toi. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des événements isolés, des accidents, on va dire, isolés qui retournent l'histoire, mais je trouve que ce jeu montre au contraire un horrible déterminisme en fait de la guerre. C'est-à-dire que même l'aspect aléatoire fait que du coup, de toute façon, avec des forces en présence, avec aussi des situations de renforcement, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que par exemple, tout ce qui est montagne permet vraiment d'avoir une forme de protection, de défense. C'est pour ça que les Kurdes aussi, qui sont dans les zones montagneuses, sont encore présentes, alors que c'est pas une force militaire très puissante contre l'armée turque. En tout cas, quand on voit les chiffres militaires des Turcs dans le jeu par rapport aux tanks, les tanks turcs par rapport à l'armée kurde, on se dit ils vont se faire écraser facilement. C'est pas si facile parce que les montagnes les protègent. C'est pareil pour les grandes villes qui amènent des protections et ça se prend pas comme ça. Et puis comme le jeu le montre aussi, on a d'autres objectifs au fait qui sont plus importants. Et on a d'autres problèmes en quelque sorte, et du coup on n'est pas concentré dessus non plus, quoi. Non. On met pas toutes nos forces. Alors il faut savoir aussi que les bonus qui sont liés aux positions et les bonus que nous apportent des cartes, alors ça c'est très compliqué à expliquer en podcast, mais sont des bonus énormes en réalité. C'est-à-dire que les petits points qu'on a, en gros, on a de l'attaque et on a de la défense sur la carte. On compare les points d'attaque et de défense. Ça nous donne un résultat qui nous donne plus ou moins de chance, plus
évidemment, l'attaque est puissante par rapport à la défense, plus l'écart est puissant entre la force d'attaque et la défense, et plus l'attaque a de chances de réussir. Mais, tout cela est pondéré par des cartes qui vont carrément décaler la colonne dans laquelle on regarde. C'est inexplicable en podcast, ça, mais en gros, le jeu nous montre que ce qui compte, c'est les positions stratégiques, géographiques, relief. La géographie est têtue, comme disent les généraux. Et enfin, les opérations aériennes. L'importance de l'aérien dans le jeu. Elles ont un impact exceptionnel. Ils ne sont pas représentés par des pions. Non. Ils sont présentés par des cartes. Oui, et qui apportent un énorme impact, quoi. Surtout que moi, en tant que Daesh, j'ai pas d'avion. Donc du coup, quand moi je piochais des cartes avions, je ne pouvais pas les utiliser. Ouais. Donc la puissance de feu que vous avez avec les avions, moi je l'avais pas. C'est vrai qu'elles permettent à une nation, enfin en tout cas la Syrie, l'Irak ou la Turquie ce soir, de renverser complètement la partie et de mettre derrière un joueur qui était largement devant. Et d'où l'importance aussi, on voit pour l'actualité maintenant, de l'importance de livrer les F-16 à l'Ukraine, de l'importance justement de la défense aérienne et de l'importance aujourd'hui des drones qui rentrent dans le champ dans l'espace aérien et qui jouent un rôle décisif dans les combats. Donc je trouve que ce jeu nous montre aussi, est aussi une leçon en fait vis-à-vis de ce qui compte vraiment entre guillemets, la géographie, la maîtrise de l'espace et la maîtrise des communications, alors ça justement non, et la maîtrise de l'espace aérien, pardon. Et justement, il y a toute une dimension qui manque à mon avis à Fitna, donc là je vais rentrer moi aussi dans les critiques que j'ai à faire au jeu, c'est la dimension économique, la dimension échange diplomatique. La diplomatie n'intervient pas du tout dans Fitna. Alors ça peut être un propos de l'auteur de dire... Je suis pas d'accord. Ah, vas-y. On l'a pas joué comme ça. On n'a pas fait vraiment d'alliance. On a vraiment dit, oui, on a nos objectifs et on y va. J'ai fait des parties même à 3 joueurs où il y avait des alliances plus fortes, vraiment du 2 contre 1 jusqu'à trahison à un moment ou à un autre. Mais de se dire... Là, on fait un pacte d'anti-agression. Quand tu as 2 joueurs qui décident de faire un pacte anti-agression à un certain nombre de tours, tu ne déplaces pas tes pions de la même manière. On n'a pas joué sur cet aspect diplomatique dans cette partie-là. Okay. Et comme on a été disais... beaucoup plus dans l'attaque, dans le combat. Je voyais, moi, au tour 1, au tour 2, voir les pions vraiment qui diminuaient dans le tas de replacement, c'est-à-dire là où les unités sont mortes, en fait, elles sont détruites. Je pense qu'il y a des parties où peut-être que les premiers tours, c'est juste du placement. De dire, attention, là je te menace, mais j'attaque pas, parce que je me sens pas encore prêt. Après, c'est... Ouais, Attends, et puis parce que on découvrait aussi, mais c'est vrai que tu parlais de cette règle où on peut échanger des cartes, on peut échanger des cartes. Il y a une possibilité d'échanger une carte. Et donc là, il y a la diplomatie et on l'a pas marche fait. Comme ça. Ouais. J'ai failli le faire une fois. J'étais prêt à donner une carte au joueur syrien pour qu'il essaye de l'utiliser contre l'Irak. Et puis là, il m'a dit, bon, voilà, j'attaque Daesh ici. Et là, vu que je fais, bon, maintenant, je vais pas donner la carte, parce que si je lui donne une carte pour qu'il me détruise, parce qu'au bout du compte, il a quand même son objectif, ils disent, bon, bah, Daesh, ça a l'air d'être plus facile que les Irakiens. C'était ça, sa situation. Il n'a pas eu ce jeu d'alliance qui a été fait. Mais il aurait pu. C'est peut-être pour ça qu'on n'a peut-être pas eu autant d'alliances. Alors, Julien l'a dit, on a peut-être une expérience, c'est notre première partie, on n'a peut-être pas la même vision du jeu, enfin, la bonne vision du jeu en tout cas. Mais je trouve qu'en prenant nos objectifs communs, en fait, on est forcément obligé de se rentrer dedans parce qu'on a des... Au final, par exemple, Julien, sa victoire décisive, il n'est pas obligé de venir m'agresser. Par contre, pour sa victoire décisive, il doit contrôler des cases en Turquie ou Syrie. Ou des cases en Turquie, ou à Turquie ou Syrie, pardon. Et là, dans sa position, c'était 1 milliard de fois plus facile de venir me rentrer dedans. Il avait tout intérêt à le faire, même dès le début du jeu, il m'a agressé sur la partie est de mon territoire et ça m'a mis très mal. Pareil, quant à mes objectifs, j'étais obligé d'aller agresser Romaric dès le départ parce qu'il contrôle un de mes prérequis et de finir par être agressé toi, Jérémy, qui jouait Daesh, justement pour récupérer suffisamment de cases sur mon territoire et avoir une victoire mineure. Un truc qui m'a fait halluciner, moi, sur Fitna aussi, c'est avec le recul, de voir aussi l'intelligence de Vladimir Poutine d'avoir soutenu Bachar al-Assad au cours du conflit au Proche-Orient. Parce que quand tu vois la puissance l'Irak, soutenu par la coalition internationale au Proche-Orient,
tu te dis, mais en fait, il avait intérêt, de son point de vue, il avait vraiment intérêt à soutenir la Syrie parce que, en tout cas, moi, c'est quand j'ai joué à Fitna, c'est ça qui m'a sauté aux yeux, que je me dis, mais en fait, parce que sur le coup, moi, j'avais pas compris pourquoi il s'était acharné avec Bachar al-Assad à ce point-là, etc. Et là, Fitna m'a permis de réaliser qu'en fait, la coalition internationale sur le Proche-Orient et dans l'Irak, en fait, avait une position, comme tu l'as très bien dit à un moment donné, Jérémy, t'as dit, en fait, là, tout le monde est en train de se taper dessus, et lui, il est en dessous, l'Irak, et donc toi, Julien, pas menacé, en fait, t'es pas menacé, par mes frontières. T'avances, quoi. Ouais. T'avances contre l'État islamique, contre les Kurdes, tu profites des divisions, et tu rentres dans le Proche-Orient comme dans du beurre, quoi. Et donc, je pense que Vladimir Poutine a vu ça, et il s'est dit, si je laisse la situation se faire comme ça, les Occidentaux vont gagner le Proche-Orient, concrètement, quoi. Enfin, tu vois, ou en tout cas, dans sa vision du monde, hein, rappelons, hein, sa vision du monde est très binaire, hein, c'est lui contre l'Occident. Hein. Donc, oui, voilà. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ce que tu dis. En gros, il se dit, voilà, Daesh va servir de prétexte pour des opérations de grande envergure au Proche-Orient qui avantageront Israël et Irak contre les milices iraniennes, enfin pas contre les milices iraniennes forcément, mais contre des milices en tout cas, ou un chaos qui sert ses propres intérêts, quoi. Et donc du coup, clairement, là je me suis dit, ah mais oui, mais là par exemple, tu t'enlèves Vladimir Poutine du terrain, t'enlèves la Russie de la Syrie, c'est-à-dire on pourrait faire un what if comme ça justement, qu'est-ce qui se serait passé si Vladimir Poutine, mais clairement là en l'état, la Syrie vivait de tours, même pas, parce que c'est ça. On l'a pas abordé, mais il y a des cartes Joker notamment que la Syrie possède, où avec cette carte-là, moi je peux faire une frappe aérienne russe à n'importe quel moment de la partie. Elle m'a littéralement sauvé la vie. Et donc l'Irak, et donc les Américains, indirectement, tu vois, prenaient le contrôle. Un peu plus directement, on n'a pas été jusqu'au bout, on n'a pas expliqué cet aspect-là du jeu. Vas-y, raconte. On a aussi une piste de jeu qui s'appelle Tension internationale, qui, en jouant des cartes, va permettre de s'agrandir. Arrivé au cinquième point de cette piste, on a des nouvelles cartes qui se rajoutent qui sont plus bourrines. Arrivé au 6e point, il y a des renforts qui arrivent un peu pour tous les pays. Mais surtout, arrivé au 10e point, et ça on l'a pas fait parce qu'on était tombé à 9 et pas à 10, il y avait les Américains qui intervenaient. Et donc là, on aurait eu vraiment l'image qu'on s'imagine justement de la tension internationale entre les Russes et les Américains. Et effectivement, là pour le coup, on verrait l'enjeu de dire pourquoi tout le monde a besoin d'être présent dans ce secteur-là, quoi. Ouais. Et en fait, on voit là les prémices d'une nouvelle guerre froide. Et donc, encore une fois, tu vois, je trouve le jeu... Bon, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, on connaît l'avenir aussi qu'on dit ça, tu vois. Enfin, qu'on est en 2024 et qu'on joue un scénario 2015, pardon. Mais tu vois, je trouve que le jeu est... Waouh, il permet de comprendre des choses, de rentrer dans la logique des acteurs internationaux. Par contre, moi, je suis désolé, hein, mais j'insiste sur le fait que je trouve qu'il n'émule que... Alors, c'est peut-être parce qu'on est des débutants, hein, je dis pas, hein, Julien, François et Jérémy, mais... Pour moi, en fait, oui, on a joué la mécanique, on a joué les tanks, on a joué l'affrontement militaire parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple au début apparemment. Mais non, moi je pense que le jeu pousse à ça. En tout cas dans sa mouture, en tout cas ce scénario. Alors disons pas le jeu, disons le scénario. Ce scénario, il pousse à ça, à faire juste des bêtes calculs militaires. De toute façon, on est dans une guerre. Et c'est pas le moment de faire de la diplomatie, la guerre, tu vois. Je garde ma nuance. Je pense qu'on l'a juste pas joué comme ça. Ok. Bah écoute, moi je pense que c'est pas possible dans En tout cas, je rejoins Romaric, c'est très tentant de se rentrer dans l'art des premiers tours. Parce qu'on est aussi dans le jeu. Non, parce que je pense que nos objectifs, Jérémy, nous permettent pas. Tu l'as dit toi-même. C'est vrai qu'on n'a pas forcément... Si on avait joué à 6 joueurs, là du coup, on aurait eu deux nouveaux intervenants sur le terrain, et forcément, là, il y aurait des phénomènes d'alliance obligatoires. Et également aussi parce qu'on n'a que 4 tours, enfin on a fait 4 tours, s'était plus ou moins fixé à ça, et comme tu disais, c'est vrai que le dernier tour il est primordial, où on va un peu tout mettre toutes nos forces dans la bataille, en se disant de toute façon après c'est fini, il n'y aura pas de représailles. Et ça c'est quelque chose qui est un gros défaut de beaucoup de wargames, c'est ce fameux dernier tour. Dans le monde réel, il n'a jamais un dernier tour, il y a toujours un avant. Donc dans le jeu ça va parce qu'on met la situation, c'est pour ça que ça prend une demi-heure à poser, parce qu'on met juste la situation de toute l'histoire d'avant en début de partie. Mais par contre, quand on termine la partie et qu'on veut chercher un peu savoir qui a gagné, victoire décisive ou des choses comme ça, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'il n'y a aucun moment où on se dit
Ça y est, stop, c'est fini, c'est nous qui avons gagné, maintenant on s'arrête là. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, on se positionne pas de la même manière. Alors, comment le jeu répond à cela ? Alors, soit on fait de manière classique, mais il répond. Alors il y a un truc dans les règles où, grosso modo, on peut miser des points d'opération peut-être pour savoir qui deviendra le dernier joueur au dernier tour. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi des cartes qui permettent d'arrêter la partie à des moments aléatoires. Effectivement, il y a une carte qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui arrive. Du coup, il y a 2 chances sur 3 que la partie s'arrête dans ce tour-là. Et nous, c'est ce qu'on a appliqué au tour 4. Une chance sur 3 que c'est même immédiatement, une chance sur 3 que c'est à la fin du tour, et une chance sur 3 que non, cette carte-là n'a pas fonctionné. Bon, là, pour le coup, j'ai envie de dire que de ce que j'en connais des conseils des Nations Unies, j'ai l'impression que c'est plutôt 5 chances sur 6 que ça ne fonctionne pas. Voilà. En tout cas, ça fait partie des éléments de réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres des éléments de réponse au fait à cette fin de partie ? Là, j'en vois pas. Et ben moi, j'en vois un autre. C'est la couleur du jeu, tout simplement. C'est-à-dire que l'univers du jeu, en fait, te pousse pas à jouer. Regarde la façon. Regarde. Tiens, je te donne un exemple concret dans la partie. Okay. François, avec la Syrie, commet une erreur stratégique. Il met, en fait, à un moment donné, il oublie, il n'a pas vu un trait sur la carte, qui fait qu'il y a un lien de communication direct qui permettrait à la Turquie d'entrer. Qu'est-ce qu'on fait en tant que joueurs qui avons vraiment envie de jouer à ce jeu ? On lui dit non mais reviens en arrière. En vrai, c'est un fait de jeu lié au fait que toi en tant que joueur t'as pas vu, mais on sait très bien que l'état-major syrien, il aurait vu ça et qu'il aurait mis à minima des trucs. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? On a privilégié le réalisme sur le ludisme. Et pourquoi on a fait ça ? Parce que le jeu nous pousse à le faire à travers sa dimension simulationniste. Et simulationniste, là, pas au sens de René Edwards et ses petits copains de la Forge, on parle bien entendu de simulationniste au sens d'une simulation, au sens où un wargame est une simulation d'une guerre. Et donc là, du coup, on a fait le choix de revenir en arrière sur un fait de jeu ludique pour assumer une dimension plus réaliste et se dire, non, on veut vraiment voir ce que ça aurait donné si... À plusieurs reprises, on s'est posé des questions de l'ordre du réalisme, tu vois, tout simplement, quoi. Par exemple, quand on positionne nos pions, on n'a pas uniquement une version... Je trouve qu'on n'est pas uniquement en version ludique. On cherche, par exemple, en tout cas moi, pour la Turquie, regardez à la fin de la partie, par exemple, comment finissent mes pions. Mes tanks sont aux frontières. Parce que je crains, en fait, le débordement. Et j'ai pas cherché à positionner mes tanks pour faire une grosse attaque pour réaliser mes objectifs. J'ai agi... comme un état-major réagit en mode défensif, etc. Et machin. Je trouve que le jeu, par son lore, en fait, tout simplement, par son esthétique, par ses choix en fait de design liés au réalisme, nous pousse aussi à une certaine forme de réalisme. Il nous pousse à être fair-play en un sens, enfin en tout cas à vouloir voir ce que ça donne vraiment et pas uniquement à jouer bêtement. Oui, parce qu'au bout du compte, c'est pas un jeu où la victoire tu fais ouais chouette j'ai gagné. Si, bien sûr, il y a un côté ok j'ai gagné, mais c'est vraiment très 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 secondaire. Et j'ai une deuxième preuve de ça, preuve énorme. On a commencé la partie, qu'est-ce qu'on faisait ? On était dans pétrole. On refaisait une partie de pétrole, c'est-à-dire que chacun jouait son Bachar al-Assad extrémiste, son Erdogan, moi j'imitais sa voix, j'ai été chercher le Coran pour l'agiter. Enfin, chacun, on commençait à caricaturer. Premier tour, on rigolait, machin. Oh putain, deuxième tour, on entendait les mouches voler dans la pièce. Il y a un truc qui est très flagrant, enfin que j'ai remarqué, c'est que plus la partie a avancé, plus on s'est tous levés pour faire notre tour. C'est-à-dire que les 2 premiers tours, on était tous assis, bien sagement, on buvait un verre d'eau tranquille. Au tour 3-4, on était tous debout en train de checker l'autre bout de la carte pour voir ce qui pouvait nous tomber sur le coin du nez. Et c'est quelque chose qui est assez flagrant, je trouve, dans la tension que le jeu met en place. Dans le sérieux, exactement. Mais au-delà de ça, les cartes, les thématiques des cartes, à un moment donné, j'ai noté quelques phrases quand même. C'est toujours bien de virer les Kurdes, ça fait de la place pour toi. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Et en fait, là, c'était dit de façon ironique, etc. Mais en fait, si on réfléchit à la place des Kurdes dans la géographie, dans l'histoire, dans l'histoire du début du 21e siècle, cette phrase, elle est glaçante de vérité, etc. Et il y a plein de moments comme ça, et on rigolait pas. La phrase a été dite, personne l'a retenue comme « oh, c'est drôle ». C'est-à-dire qu'on n'était pas en mode lol. On a commencé en mode lol. Justement, c'est ça qui est intéressant dans l'évolution de la partie. C'est qu'on a commencé vraiment en mode pétrole.
Et en fait, on a fini en mode, mais non, mais c'est grave, c'est sérieux. Parce que les cartes, le lore, l'univers, même les couleurs des drapeaux, tu vois, le I, il est représenté en noir. Il y a des choses intéressantes. Même les cartes, par exemple, ne pas faire le choix. J'ai trouvé un truc intéressant du design de la carte. À un moment donné, on s'est dit, putain, les frontières sont pas visibles. On s'est dit, c'est chiant, c'est le bordel. Ouais. Mais pourquoi elles sont pas visibles ? On est dans un désert. C'est vrai. Et si on avait représenté la carte avec des couleurs violettes, vert, orange, comme c'est le cas sur une map monde d'Européens de merde, eh bien, on n'aurait pas vu ce flou des frontières qui agit dans ces déserts et dans ces lieux et dans ces zones. Le fait qu'il y ait un flou des frontières pour un état-major, que la carte elle-même nous représente en fait cette complexité à organiser le territoire, ça fait partie des difficultés ludiques qui nous mettent dans une situation esthétique, tu vois, de réfléchir à la... Tu vois, qu'est-ce qui fait territoire finalement ? Où sont les couleurs ? Dans les tuiles. C'est vrai. Et pas sur la carte. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça suppose ? Ça suppose que le territoire n'est jamais un a priori. Il n'est jamais donné. Il n'est jamais édicté par une géographie, une map monde qui viendrait d'un savoir antérieur. Il est toujours à définir, à redéfinir. Et ce sont les couleurs des tuiles qui nous permettent finalement d'établir là où on est, là où on n'est pas. Et ça, rien que ça, c'est pour partie esthétique-là. C'est l'esthétique, effectivement, c'est dire qu'est-ce qui fait que c'est pas du ludique, c'est justement si tu fais un jeu ludique, tu aurais mis des couleurs. Mais oui. Pour dire attends, c'est où mon pays, c'est quoi que ce soit. Et là, c'est vrai que, comme tu dis, on voit que un énorme désert pour une vue zénithienne. Zénithienne, ouais. Vraiment, je sais pas combien de kilomètres ça peut faire. Mais même, regarde, il a poussé le vice à, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, François et Julien, à mettre la Syrie et l'État islamique au centre de la carte. Et pour ce faire, il a même regardé la Rose des Vents là-haut. Ouais, le nord n'est pas en haut. Donc il y a un choix qui est fait par l'auteur du jeu de mettre la carte dans ce sens-là pour provoquer, vous voyez, des effets. Parce que sinon, si le nord était en haut, on aurait tout de suite une vision européenne de la carte. Là, on en a une autre vision, en fait. C'est vrai. Je trouve ça d'une intelligence. Ce jeu, je trouve ultra brillant, quoi, vraiment. Ça, le fait que les petites tuiles représentent les couleurs et que du coup les territoires évoluent au fur et à mesure que les factions les possèdent, c'est une vision aussi de la guerre, de la position territoriale. Rien n'est jamais acquis, tout est mouvant, et c'est ça justement qui fait le... Oui, c'est vrai qu'on a dû céder de petits cubes pendant un moment, de petits cubes colorés pour savoir où étaient nos territoires, parce que sinon on était vite perdu. Et bah ça, tu vois, je pense que c'est même pas dans l'esprit du jeu. C'est Jérémy qui complètement, l'amène. c'est ça, c'est dans notre approche ludique, nous, Ouais. qu'on s'est senti obligé de le faire. Ouais, pour savoir si c'est bien notre territoire ou pas, si on est bien passé dessus. Je sais pas s'il le conseille dans les règles. Ça, j'avoue, je sais pas où j'ai chopé cette idée-là. Je sais que je l'avais lu quelque part. Je me dis, bah c'est pas mal. Au moins, on sera pas embêté pour calculer. Mais encore une fois, effectivement, c'est une vision, encore une fois, ludique. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses très intéressantes. Alors, juste un point quand même pour dire que tu vois. Un autre argument juste pour... Après, j'ai hâte de lire que tu continues à lire tes citations, Jérémy. Parce que ça va être intéressant. Le truc, c'est que, par exemple, tu vois, Cetra, qui est mon wargame perso, que moi j'ai conçu complètement différemment de celui-là. Cetra, ce qui est intéressant dans Cetra, ce sont les éléments de langage diplomatique, médiatique et politique que le jeu t'invite à prendre. Donc, tu vois, ce que va t'apprendre Cetra, c'est comment des factions utilisent des éléments de langage pour défendre leur position devant les assemblées nationales du type ONU, du type OMS. Si t'argumentes bien, tu peux toujours avoir raison, exactement. toujours être dans le camp du bien. Donc c'est plutôt comment justifier une action, Donc du coup, c'est un wargame de situation diplomatique, de mensonges. En fait, c'est plutôt de la politique et de la diplomatie en vérité. Alors que là, pas du tout. On voit bien que Fitna, on a les deux pieds dans le sable. On a les deux pieds dans la terre, dans le concret. Et donc, il y a quand même une dimension, tu vois. Il y a quand même des absences dans Fitna. Le jeu fait pas, tu vois, la dimension diplomatique est quand même... Oui, pour cet aspect-là, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Effectivement, quand je parlais de diplomatie, c'est vraiment entre joueurs, encore une fois, sur toujours l'idée de position stratégique militaire. Je trouve que c'est le propos... que le scénario, en tout cas, de ce jeu qu'on a fait là, ne l'encourage pas. Et pareil, le côté économique est totalement absent dans Fitna. Ouais. C'est vraiment juste des rapports de port. On a presque l'impression de rapports de métal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout ce côté fluidifié de... La guerre, c'est aussi la communication. C'est aussi
le journalisme, c'est aussi l'information. Et ça, des livres, Marc Bloch, sur lequel on a eu l'occasion de faire un podcast à la cellule, le décrit très très bien au cours de la Seconde Guerre mondiale, comment les communications, comment l'échange d'informations peut faire tourner une guerre. Fitna n'aborde pas du tout ce sujet-là, par exemple, Jérémy. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, J'ai rajouté quand même un petit détail, mais tout ce que tu dis est 100% vrai. Il y a juste un truc qui existe quand on joue pas Daesh. Donc on a des cartes Daesh qui sont rajoutées dans le paquet événements. Et je crois que leur nombre de points d'opération correspond au nombre de gisements pétroliers qu'ils contrôlent. Donc il y a quand même une notion de ressources, mais qui fonctionne sur ces cartes-là. Et donc on n'a pas vu, nous, en action. Alors, je voudrais juste préciser un truc. Entendez-moi bien, c'est pas une critique du jeu que je suis en train de faire dire. Non, j'entends c'est bien. de dire ce que le jeu ne fait pas. Parce que pour moi, c'est important qu'un jeu ne fasse pas tout. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il occulte tout ça. Et il serait imbuvable sinon. C'est très bien qu'il le fasse. C'est-à-dire que c'est pas une critique, c'est une observation, c'est un fait. Pour moi, il n'aborde pas ces sujets-là. Mais pour mieux aborder justement les rapports de force stratégiques, enfin plus exactement les rapports de force militaires des factions au Proche-Orient. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il choisit justement de spécialiser son domaine pour être sûr à coup sûr de faire des bonnes prédictions. Et c'est très bien de faire ça, tu vois, c'est pas une critique. Tu vois. Ça marche très bien parce que quand Julien a découvert son objectif, corrige-moi si je me trompe, mais le premier truc que tu as dit, c'est c'est de la conquête, c'est parti. Oui, c'est ça. C'est de la reconquête, c'est très pas T'as facile. dit de la reconquête. Ouais, de la reconquête, parce qu'au final, c'est vrai que j'avais la moitié de mon territoire qui était occupé, et donc j'avais juste à progresser, quoi. Donc c'était la. Il y avait pas une. J'ai trouvé ça justement à l'intitulé de nos prérequis et de nos victoires de tous avant la partie, quand on les a tous nommés. J'ai trouvé que j'avais clairement celui qui était le plus simple, le plus facile. Il n'y avait pas un sous-entendu aussi chez toi que l'Irak venait d'être défoncé par les États-Unis et que quelque part il y avait une revanche nationaliste? Si, parce que justement avant ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a fait quand même un point, parce qu'on n'est pas encore une fois des experts de cette situation géopolitique à ce moment-là, donc on a eu besoin de se remettre dans le bain en quelque sorte, et donc on a bien vu qu'à ce moment-là, et ben justement l'Irak était dans une période de reconstruction. Tout à fait. On a fait un petit point pour savoir, tu joues qui, ok, c'est qui est au pouvoir, quels sont leurs objectifs et tout ça. Mais vraiment très rapidement, quoi. Oui, c'était très rapide. On n'a pas été sur Wikipédia pour le faire, tu vois. Mais je crois que le jeu le pousse un peu aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de s'interroger, on dit, attends, on fait quoi là ? On joue à quoi ? Évidemment. Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi le jeu nous dit de faire ça et toi, tu dois faire autrement ? Ah oui, ok. Il y a des mots, des fois, qu'on entend. Je me souviens qu'avant d'avoir acheté ce jeu-là, je ne savais pas la différence entre sunnites et chiites. J'en ai entendu parler, mais sans vraiment savoir qu'est-ce qui jouait derrière. Pareil, j'avais entendu le mot des Kurdes, mais je ne savais pas qu'il y avait différentes factions chez les Kurdes. Ouais. Et donc, du coup, tout ça permet de mettre des termes qu'on entend des fois dans la radio. Franchement, l'actualité, j'essaye de m'en éloigner, mais quand même, c'est quand même des gens qui vivent à l'heure actuelle des drames. Et on se dit, ok, c'est beaucoup plus complexe qu'on s'imagine. Ça s'inscrit dans le temps long, on le sait, ça depuis longtemps, mais surtout que c'est pas prêt de se terminer. Et n'oubliez pas que ce n'est pas le Moyen-Orient, c'est le Proche-Orient. C'est-à-dire que c'est la mer Méditerranée, en fait, qu'ils ont, que la Syrie et le Liban et Israël, c'est la mer Méditerranée. C'est à 2 pas de l'Europe. La Turquie, c'est l'Europe. La Turquie, c'est l'Europe. Donc, non, mais on a l'impression que tout ça est très loin de nous. Alors, je dirais même au-delà. Je me souviens encore une fois d'une de ses interviews à Pierre Azouk, qu'il expliquait que le pétrole, c'est pas forcément le truc le plus important dans la région. C'est j'ai oublié le terme. Le rapport à la mer. Oui, en Égypte. Le canal de Suez. Le canal de Suez, bien sûr. C'est ça l'enjeu vraiment. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Dans le secteur, c'est vraiment protéger ça parce que c'est le commerce, pour le coup, c'est le capitalisme. Complètement. Et donc, du coup, c'est dire oui, c'est notre porte d'entrée en fait du capitalisme, ce coin-là. Il faut aussi le maîtriser. C'est juste, en fait, prenez par exemple l'exemple du papier, que moi je connais bien parce que je suis producteur de livres. Eh bien, si tu n'as pas le canal de Suez, tu dois faire le tour de l'Afrique pour faire livrer ton papier en Europe. Donc tu imagines le coût. C'est-à-dire que c'est plus du tout la même. Ton voyage, tu passes de quelques jours à quelques semaines. C'est pour ça que quand un bateau était bloqué dans le canal de Suez, c'était à l'événement, il fallait que ça soit dégagé. Complètement.
Là, l'intervention des Houthis sur le canal de Suez, tout le monde chine dans son froc. Ça peut ralentir l'économie mondiale. Ça peut avoir des conséquences. Enfin, t'imagines même pas. C'est un délire. C'est même un truc qui m'a étonné dans le jeu, si justement on n'a pas cet aspect-là. Eh ben oui. On est vraiment coupé ici. Mais mince, on peut aller encore plus loin parce que la question du Houthi, Tu vois, ça reste une question importante. C'est ce que je te disais. Mais en même temps, le jeu te promet une certaine forme d'exploration de la déterminisme militaire. Il ne te parle pas de la dimension économique, géopolitique je crois et que ça. c'est pour ça. Mais Ok. bien sûr, parce que je pense que l'idée c'est de tester des rapports de force in situ et pas de tester, de pas faire non plus une émulation ultra réaliste de monde, tu vois. C'est pas risque, tu vois. Enfin, quelque part, c'est pas un espèce de super risque. C'est vraiment juste étudier une situation. C'est aussi très intéressant parce que c'est aussi très modeste. C'est-à-dire que quelque part, l'auteur il nous dit attention, les Européens, avec votre vision globale. Parfois, les guerres se jouent sur des espaces géographiques très restreints, très petits, sur des dimensions qui sont microscopiques. Genre, évidemment, on parle de pays d'État, ça paraît bizarre de dire microscopique. Mais quand on voit la façon dont on pense la géopolitique, c'est intéressant aussi d'avoir des jeux qui nous rappellent attention, ça se joue d'abord sur la terre, dans des montagnes, à cet endroit-là, avec ces noms de villes que vous n'arrivez pas à prononcer, etc., etc. Et ça, c'est très important. Ça nous remet un peu à l'échelle, j'allais dire humaine, mais non, parce que là, on est plutôt à l'échec. Justement, ça aussi, élément dont le jeu ne parle pas, ou en tout cas en filigrane, peut-être que le fait qu'il l'occulte nous pousse, nous, après, en débriefant, à en parler, la dimension humaine. Je pense que... Ce ne sont que des pions qui disparaissent. Ouais, c'est ça. On ne parle pas des victimes civiles. Elle n'est pas présente dans le jeu finalement. Elle n'est pas présente. Quand on a une unité qui est blessée, on va toujours choisir la plus faible qu'on va sacrifier sans état d'âme. En fait, Et qui ne sont pas c'est un jeu de représentés par des calcul. petits bonhommes C'est et ça. par des pions où c'est soit un tank, soit une Kalachnikov ou un bazooka. C'est un jeu de calcul mathématique en fait. On va prendre la décision la plus froide, la plus logique possible. Dans l'état-major, c'est comme ça que ça va être fait. Parce que si on commence à mettre de l'empathie, on se dit on n'envoie personne. Dans ces cas-là, on n'a pas de force de dissuasion parce qu'on ne veut plus sacrifier personne. Alors voilà, là Ça. aussi, que nous dit le jeu sur la guerre, que nous dit le jeu sur les rapports de force, sur la dimension humaine là-dedans. Et est-ce que le fait justement qu'il occulte cette chose humaine-là, ça ne rend pas justement le jeu encore plus horrible et encore plus signifiant sur le plan humaniste, etc. Tu vois, c'est les choix de design qu'il fait, ils sont très intéressants parce que moi je Alors pense là, que... je me demande si c'est pas un choix de tous les wargames. Ah non, Fitna a fait le choix d'occulter la dimension humaine et civile, à mon avis. Ouais, je Il a pense, fait le choix. en grande partie, oui. J'ai presque envie de dire, j'ai pas d'exemple. Hein. Ça se voit J'ai dans la l'impression rédaction toutes des les cartes. guerres proches, enfin les guerres qui sont récentes, là cette dimension humaine qui est un peu enlevée. Dès qu'on commence à rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale ou avant, on peut représenter des petits bonhommes, ça paraît déjà beaucoup plus vieux. Mais dès qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus actuel, j'ai pas de jeu où je vois des petits pions, des petits bonhommes ou des petits... Ah, mais moi je peux parler de humaine au sens aussi les conséquences des massacres. Tu vois, on parle pas des civils. Là, par exemple, on parle pas du tout de la déportation des personnes civiles à Effectivement, Alep. ouais. On parle pas du tout de comment les transports humanitaires pénètrent sur les zones de guerre pour aider les victimes. On parle pas du tout. Tu vois, c'est ça quand je dis la dimension Oui, humaine. effectivement, c'est Hein, là qu'il faut s'informer dimension charnelle. par d'autres médias, par Sans des livres. mentionner très rapidement dans les cartes, j'ai une carte A7 dans les mains qui mentionne un corridor humanitaire. Ça reprend un petit peu ce que tu dis. Oui, mais Et tu vois, fait il quoi n'est l'effet vu, par hasard? il n'est vu que comme un calcul. Ouais. Oui, comme un calcul militaire Voilà. pour le coup, parce qu'on parle pas de civil par contre. Voilà, tu effectivement. vois, on parle pas de l'horreur de la guerre. Là, tu on vois. dit pas qu'on va sauver des gens en plus. Ah, mais il n'y a aucune dimension humaine. On dans aurait le jeu, de pu, toute ça aurait façon. pu faire baisser l'intention internationale, mais même pas. Mais Le jeu propose même pas Ce que je ça. trouve intéressant, c'est qu'en l'occultant complètement, par ailleurs, je trouve qu'on a la sensation de se retrouver. Si vous voulez, si le jeu en avait parlé, on aurait eu une forme de dédouanation, c'est-à-dire, enfin, je sais pas comment dire, on se serait dédouané quelque part. Il y aurait eu une possibilité pour nous de représenter le bien. C'est-à-dire que tu vois, en tant que Turc, par exemple, on aurait pu dire oui, mais moi je laisse passer ce corridor humanitaire. Ça aurait fait une dimension supplémentaire où on aurait pu, dire regardez, tu vois, amener de la morale dans ce jeu. Or, on voit que c'est pas un jeu qui est fait pour parler de la morale. Et le fait que le jeu occulte toute la dimension humaine, en réalité, nous pousse à discuter de la moralité. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est l'absence de cet élément dans la dimension ludique
qui fait que c'est horrible en fait, et que ça nous pousse, tu vois, que ça nous montre l'horreur de la guerre. On se doute que beaucoup de dirigeants qui dirigent dans le monde n'ont pas du tout cette dimension humaine. Bachar al-Assad qui massacre son propre peuple, c'est quand même... Et c'est par l'absence en fait de cette dimension humanitaire que Fitna montre l'horreur et la monstruosité des combats. Et ça, je trouve ça fort. C'est-à-dire de montrer, à l'aide de l'absence d'une règle, de montrer l'importance d'un élément. C'est-à-dire qu'en ne citant pas, en occultant complètement l'élément, on le rend d'autant plus important et d'autant plus signifiant, je sais pas comment dire, saillant. Voilà, je trouve ça fascinant. Ce jeu me fascine. Là, de toute façon, pendant toute la partie, vous, à un moment donné, vous jouiez encore. Et moi, je lisais je te dis, ça pousse à s'intéresser. Oh là là. Alors, et là, j'ai pas une bonne mémoire à long terme, donc j'ai oublié la moitié les 3/4 de ce que j'ai lu. Mais franchement, je te dis, j'ai vu des conférences de cet auteur. J'ai cherché même d'autres trucs. Je vais pas dire que c'est passionnant parce que non, c'est de la guerre, mais il y a un côté fascinant. Je peux comprendre en fait qu'il y a des gens. J'ai connu par exemple quelqu'un qui disait qu'il avait du mal à avouer qu'il était fan de la Seconde Guerre mondiale. Mais je comprends en fait qu'on peut être fasciné par ces événements-là parce que c'est tellement des fois surréaliste, il y a tellement d'enjeux bien sûr humains, mais aussi même des enjeux stratégiques, c'est tout un mélange, des enjeux technologiques aussi, qu'il y a quelque chose de vraiment dire mais oui, il s'est passé quelque chose pendant ces 3-4 dernières années et ça fascine. Et je comprends du coup qu'il y a des joueurs qui aiment les wargames pour s'interroger justement sur tous les enjeux de l'histoire et tous ces moments de dire comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qu'on ferait nous à notre place. Et j'ai vu du coup des témoignages assez différents, là ceux qui sont très froids, très stratégiques, qui vont glorifier peut-être même l'aspect militaire, mais j'ai vu des joueurs qui disent j'aime bien les wargames mais j'ai tendance à perdre parce que j'ai du mal à sacrifier mes propres pions, tu vois. Lui il y a des joueurs qui voient le côté humain. Je parle pas de Fitna principalement, mais dans d'autres jeux voilà, les différents types de joueurs, et ça questionne des fois un peu aussi sur qu'est-ce qui est si fascinant dans la guerre, pourquoi dans toutes les grandes histoires des films, c'est toujours fait une forme de guerre. Marvel, c'est toujours une forme de guerre déguisée. En tout cas, c'est de la bataille, c'est... la bagarre. Ouais, il faut des flingues, quoi. Il faut que ça casse. Comme le lundi matin, Julien, c'est la bagarre. C'est ça, c'est la bagarre. Mais là, ça pousse justement à faire une autre bagarre et à voir si justement l'autre, sur d'autres scénarios, ça pousse à essayer d'autres scénarios en tout cas, pour voir si justement notre théorie, et voir si est-ce que ça marche aussi. Est-ce que ça émulerait l'histoire ? C'est ça qui te fascine le plus ? De vérifier si à la fin ça correspond. C'est ça. Moi j'ai fait des parties, notamment le premier scénario, c'est celui peut-être que j'ai fait le plus. Moi j'ai fait 3 fois, hein, donc je n'ai pas fait non plus autant de fois, mais donc du coup c'était Bachar al-Assad et toute la guerre civile en Syrie. On a pu avoir des résultats différents. Ouais. Et c'est vrai qu'encore une fois l'auteur va te dire effectivement 80% du temps va se passer comme ça s'est plus ou moins passé dans la réalité, mais il y a 20% de chance d'après le jeu. J'ai un chiffre comme ça, hein. Je sais pas si c'est vraiment un vrai chiffre, mais grosso modo c'était de cet ordre de là, que l'armée libre de Syrie, l'armée libérateur, aurait pu prendre le pouvoir. Et donc du coup ça aurait changé la donne. Donc il y a une forme de déterministe. Je pense que tu as raison, il y a quelque chose qui fait de toute façon par les forces en présence, fait que même mathématiquement avec la loi des grands nombres, puisqu'on jette quand même plusieurs dés, au bout d'un moment ça va passer. Pas tant que ça, hein. Par rapport à un wargame ordinaire, comme tu l'as dit, le système est très très simple, on jette pas tant de dés que ça. Mais oui, en fait c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses sont déjà déterminées par le tableau de résolution, par les forces en présence. Et par les cartes à 7 qu'on va piocher aussi. Par les cartes à 7. Des beaux échanges sur la fin de la partie. Mais qui s'équilibre. Ça a pu changer beaucoup de choses. Et surtout, les cartes à 7 ne peuvent pas être utilisées par tout le monde de la même manière. Le I ne peut pas utiliser les bombardements, c'est ce que disait Jérémy tout à l'heure. Alors que d'autres peuvent utiliser, par exemple les peshmerga peuvent pas être manipulés par n'importe qui. Enfin, tu vois. Donc le jeu s'équilibre. Les cartes à 7, à mon avis, elles sont moins aléatoires qu'elles ne le laissent penser. Les choses s'équilibrent en fait par les cartes que tu peux jouer et celles que tu ne peux pas jouer. Mais la symétrie du jeu est criante. Je sais plus qui est-ce qui a dit, soit Julien ou qu'il y avait une dimension asymétrique dans le jeu qui était incroyable de par les objectifs et tout ça. Oui, c'est ça, sur les objectifs et sur nos ressources de base en fait. C'est ça. Et dans les scénarios-là, ça a été assez flagrant au début. Jérémy était... Tous les scénarios. Le I n'a aucune chance de s'imposer dans Clairement. Et là, on voit bien sur l'Irak, sur cette partie-là, enfin, t'es tout seul, Julien, sur cette partie-là. Personne peut t'embêter au début de la partie, c'est toi l'agresseur, sinon t'es relativement serein. Parce que tes seuls tampons, en fait, c'est l'EI, donc l'État islamique, qui est l'ennemi de tout le monde, en fait.
Et les Kurdes, dont on dit, vas-y, eux, c'est juste des gens qu'on pousse pour s'y mettre, quoi. Enfin, c'est horrible, hein, encore une fois. Hein, donc voilà. Donc c'est effectivement, t'as le champ libre. Hein. En tout cas, le setting te donne le champ libre. C'est pour ça que je serais curieux de voir une partie à 6 joueurs où l'Arabie Saoudite est prise et l'autre côté des frontières irakiennes, ça pourrait être très intéressant de voir comment ça se passe. Ouais, j'avoue aussi, c'est intrigué. Il a fait jouer donc des généraux, des chefs de guerre à ce jeu. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Je sais pas. T'as pas les retours? J'ai pas non plus fait une recherche très très poussée. Je sais que ça intrigue. Hein. Comment dire, les armées apparemment, j'ai chopé un truc. La vision stratégique identifie le wargame comme axe d'effort afin de développer une culture d'audace et de prise de risque. Sans aborder dans le détail les structures existantes, on peut noter un engouement grandissant pour ce type d'innovation dans les armées. Bon, je laisse passer la suite parce que c'est du blabla technique. Mais... Récemment, je sais que les armées ont quand même ouvert le champ à de nombreux autres domaines de réflexion comme le jeu de rôle, la littérature, le wargame. Mais le jeu de rôle, ça fait très très longtemps en fait qu'ils font des exercices militaires en des simulations façon GN, etc. En fait. Ouais, en vrai, ça arrive quand on parle des opérations militaires qui sont menées par l'OTAN, par exemple, là récemment, les déploiements de grand style, on dit le Charles de Gaulle a été prêté à l'OTAN, ou les déploiements ou dans des exercices militaires avec justement l'intégration en fait de toutes les forces armées de l'OTAN, c'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle, soyons très clairs. On a un état-major qui joue le rôle du maître de jeu, qui explique les événements qui se passent. Bon là, on va imaginer que ce tank-là a été détruit, il y a tant de blessés, vous devez les gérer. Enfin, c'est du jeu de rôle plein la gueule. Donc ça fait des années qu'ils font ça. Maintenant, le wargame, ça m'étonne pas du tout. Depuis Napoléon, on joue avec des filles. Enfin, on déplace. Même avant, je pense. Tu vois, l'échec, quelque part, voulait sûrement aussi simuler un peu cet aspect-là. Mais je suis sûr que ça existe. D'une manière ou d'une autre, ça a toujours plus ou moins existé. Mais je pense que ce que veut dire l'extrait de l'article que tu citais là, c'est que maintenant, ils les prennent au sérieux. C'est plus un jeu. C'est-à-dire que ça peut être aussi un champ de recherche et une. Là, je simulation. pense, en fait, l'image du jeu. Tel que moi je l'imagine, c'est-à-dire qu'à un moment le jeu est venu quelque chose qu'il fallait que ça fasse poète-poète, genre les années 70-80, oui il faut qu'on rigole, faut que ça reste ludique, mais voilà, ludique dans le terme, il faut que ça soit un divertissement. Voilà. Alors on sait que nous c'est pas notre propos, je pense que ça n'a pas été le propos, même avant j'avais évoqué à un moment Charlemagne qui faisait aussi du jeu de rôle, donc c'était quelque chose qui était l'ordre de très culturel, mais peut-être encore une fois il y avait d'autres enjeux aussi dans ces jeux de rôle-là. On n'y est pas, mais c'est quand même intéressant de dire que le jeu est présent depuis bien longtemps, que les pharaons avec des jeux, ils s'enterraient avec, qu'est-ce que ça voulait dire, et pourquoi effectivement les wargames reviennent, et pourquoi c'est intéressant. Parce qu'il y a une dimension sérieuse dans le jeu. On peut apprendre des choses, et là pour le coup, effectivement, les militaires, s'ils font des wargames, c'est pour appréhender justement les situations d'avenir en disant notre objectif c'est gagner, pour ça il faut qu'on se donne les chances, essayons de prédire, on peut pas, mais avec les éléments qu'on a, qu'est-ce qui se passe si, et hop on essaye, et on essaye différents scénarios, sûrement qu'ils essayent avec des IA en plus, que sais-je, j'en sais rien, je suis pas non plus dans l'état-major. J'ai des copains qui travaillaient dans les cellules de crise par exemple, qui prévoient le déploiement des maladies bactériologiques ou d'attaques bactériologiques sur le territoire français par exemple. Ouais, ça tu connais ça ? Ouais. Et donc du coup qui utilisent justement des simulations et des simulateurs. Et c'est depuis longtemps parce que j'ai l'impression. C'est depuis très longtemps. Hein. Ok. Non, ça ne date pas du Covid. Hein. En l'occurrence, l'ami auquel je pense, il travaillait là-dessus bien avant, sur des attaques terroristes en fait. Qu'est-ce qui se passe concrètement si... je dirais pas le truc sur lequel il travaillait parce que c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si ce serait même des mauvaises idées à donner, quoi, tu vois. Ok. Donc voilà. Donc je ne dirais pas. Je ne travaillerai pas la simulation sur laquelle il travaillait. Mais tu dis, putain, mais si à un moment donné, un terroriste pense à ça, on fait quoi ? On est mal. Donc tu vois, c'est des trucs comme ça. Et donc ils travaillent dans des situation rooms sur des ça me rassure un peu parce qu'il y a des moments où on se dit quand on vit les choses de dire mais ils ont pensé quand même à la possibilité il y a quand même beaucoup de choses qui sont envisagées par l'État français. Ça rassure, c'est rassurant. Et même des trucs qui sont de l'ordre de théories très farfelues, mais qui commencent à être réalistes.
Mais c'est ça va bref. Mais Ok. très intéressant. Mais voilà, toujours est-il que ça va dans notre propos à la cellule, qui est que nous, on a toujours défendu l'idée que le jeu, ce n'est pas qu'un divertissement, ça peut aussi être un média. Là, avec Fitna, vraiment, si c'est une démonstration C'est par pour ça que je l'exemple. voulais te le présenter, parce que je savais que tu serais réceptif. Complètement. au message du jeu. Ça me fascine à fond. Julien, François, des choses à ajouter sur l'expérience du jeu. Ludiquement, est-ce que vous êtes amusé? Alors moi oui, alors c'était ma grosse crainte en arrivant, j'avais jamais fait de wargame de ma vie, la seule référence que j'avais c'était Sheldon dans Big Bang Theory, donc un truc horrible. Et j'étais un peu inquiet quand j'ai vu là, ce que j'ai lu, les règles du jeu ont vraiment en diagonale avant de venir, j'étais très inquiet au début, et en fait avec Jérémy, je pense que c'est important de jouer avec quelqu'un qui a déjà joué. Oui, Tu nous as deux donné fois, des conseils aussi. à Parce des que moments. sinon, je pense qu'on peut vite se perdre et toujours le nez dans les règles. Les petites cartes que tu avais faites, ça, les aides de jeu. C'est juste génial, Ouais, ça ça, évite c'est- de devoir reprendre le manuel tout le temps. Ce qui Là, on casse sent le rythme ludothécaire d'une quand partie. même. Hein. Ouais, et puis c'est un wargame aussi qui est vraiment beaucoup plus accessible que d'autres wargames. On se dit, oula, déjà pour maîtriser les règles, il faut une bonne après-midi. Et puis la partie, tu dis, ok, on joue qu'à 2 joueurs, mais il faut se garder le week-end pour jouer presque. qu'il est C'est ça. simple. Et le fait qu'il n'y ait pas trop de choses à gérer, comme le ravitaillement, le moral des troupes. Là, ce le qui peut ravitaillement, arriver. mais au bout du compte, on n'a pas besoin parce qu'on a C'est ça, toujours ce été que je- relié ce que aux je veux zones dire, de c'est qu'on n'a pas ravitaillement. besoin de s'inquiéter de nourrir nos troupes quand on les fait avancer. Enfin, Exactement. quand je parle de ravitaillement, je Y a parle pas, de c'est ça. pas un jeu de gestion. C'est quoi. ça, on n'a pas besoin de se dire, bah attends, là j'ai 3 tanks, il va me falloir tant de litres d'essence. Ouais, je suis Du d'accord. coup, la mécanique, elle est assez simple, entre guillemets. Alors, faut gérer le truc des colonnes sur là. J'étais très content que tu sois là pour ça. J'aurais jamais eu Oui, beaucoup de mal. Mais du coup, c'est Une assez fois qu'on a coup de main, simple ça et va. Une fois qu'on prend un peu de la hauteur sur le jeu, on voit comment diriger ses attaques. Et si on n'oublie pas de bloquer son territoire, ça se passe pas trop mal. Mais est-ce que tu dirais que tu t'es amusé? Alors, très clairement, oui. Ouais, tu t'es bien Oui, marré. parce qu'en plus, alors, C'est un au-delà. truc aussi qui m'avait étonné hein, sur ma première partie de dire je vois tout le côté sérieux, je vois en effet l'idée qu'on fait moins de blagues, quoi que ce soit, et pourtant je me dis il y a un côté fun, un côté moi j'ai presque envie d'y retourner. Mais très clairement, parce que je suis gros fan de RTS en jeu vidéo et des jeux comme Civilization, enfin c'est vraiment des jeux sur lesquels j'ai passé beaucoup trop de temps même je pense. Et là j'ai retrouvé un petit peu ce côté-là en jeu de société, en mode tour par tour, ce qui me rappelle un peu Civilization. Donc ouais, j'aime beaucoup les dimensions stratégiques sur les jeux comme ça. Et au final, moi j'ai passé une très bonne partie, je rejouerai avec plaisir. Oui, c'est ça, c'est vrai que Julien, quand même on chose. occulte un petit peu justement l'aspect historique, le côté très stratégique, prise de territoire, conquête, ça devient très sympa, quoi. Ça devient très sympa. Ouais. Moi, c'est marrant, j'ai pas le même sentiment. J'ai pas le même sentiment quand même. C'est pas un jeu qui m'a amusé, pas beaucoup amusé. C'est-à-dire, j'ai trouvé que les calculs stratégiques étaient pas ouf. T'as fait des triple 1 aussi. Oui, c'est peut-être que j'ai pas été récompensé. Non, Ça mais au-delà joue. de ça, tu vois, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça quand même très très métallique, très très mécanique, etc. Mais en fait, je crois qu'encore une fois, le propos n'est pas là. Tu vois, il est. C'est. Je pense que les deux se rejoignent en fait. Il n'y a pas Ouais. forcément quelque chose de paradoxal. Après, c'est des sensations qu'on vit les choses, mais le jeu n'est pas équilibré. Donc déjà, on sait qu'il n'a pas le côté fun de je vais t'avoir ou quoi que ce soit. Il n'a pas ces petits pics qu'on peut vite avoir dans des jeux. Donc c'est ça déjà que tu enlèves parce qu'on dit non, il a un aspect sérieux. C'est juste que comme le jeu pour un wargame est plutôt fluide, ça nous donne l'idée de progression. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait quand même en 2h30 4 tours. Je te dis, pour un wargame, c'est pas mal. Est-ce que tu penses qu'il y a. Pardon, Pardon, vas-y, je t'en aussi prie. ça vient de la prise en main qui est quand même très facile. C'est-à-dire qu'en un tour, on savait jouer, quoi. Ouais. C'était parti. Donc du coup, cette prise en main, elle est très agréable. C'est pour ça qu'à mon avis, il y aura des grandes disparités de temps de jeu entre des équipes qui connaissent le jeu très bien et des équipes qui... En fait, à mon avis, le jeu se complexifie avec le temps. C'est-à-dire que là, on a joué, on a galéré. Mais là, maintenant, on connaît un petit peu mieux. La deuxième partie, on va être encore plus stratégique. Tu vois, on va sentir vraiment plus la stratégie. On aura peut-être plus la sait que même- dimension diplomatique dont tu parlais. Ouais, et le exactement. premier tour va être beaucoup plus... effectivement, va être beaucoup plus long quelque part parce qu'on va vraiment réfléchir à dire c'est peut-être le premier tour qui va tout débloquer par la suite. Ouais. Ah, moi, il y a plein de trucs que j'ai regretté de mon premier tour. Enfin, mes 2 premiers tours, pour être tout à fait franc sur cette partie. Hein. Ouais, mais je m'en doutais. En fait, la partie telle qu'elle s'est déroulée, je m'en doutais pour des non-connaisseurs que ça allait se passer un peu comme ça. Ouais. C'est-à-dire que ça allait vite fait aller dans le conflit direct. Alors que des fois, on se dit non, mais faire 1 ou 2 tours de positionnement, c'est des fois pas si mal non plus. Je sais pas si c'est le cas pour ce jeu-là. J'ai pas assez de recul non plus. Mais je sais que pour certains wargames, clairement, pas forcément chercher le conflit, parce que le conflit, c'est la perte. Surtout quand on connaît les cartes événements, on l'a dit, l'aviation est tellement puissante. Je veux dire, pourquoi je m'embêterais à perdre mes hommes alors que c'est les événements qui vont faire le travail?
Ah, c'est génial comme réflexion, ça. Après, il y a le fait qu'on François. ne connaissait pas les objectifs des autres. Enfin, moi, je sais que j'étais très concentré sur les miens au début de la partie. C'est pour ça que j'ai agressé très vite Romaric, sans prendre en compte le fait qu'à la fin, Julien pouvait venir, pour ses victoires décisives, venir sur mon territoire, et sur des frontières que j'avais complètement laissées ouvertes. Je pense que on jouerait beaucoup plus prudemment. On a joué au plus tour les par parties tour, au avancent. coup par coup. On n'a pas vu de manière globale en disant C'est ça. attends, c'est quoi mon vrai objectif? Mais ça, tu peux pas le savoir quand tu apprends un jeu pour la première fois, surtout avec des mécaniques qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Donc c'est normal, c'est ce qu'on appelle, on a essayé le jeu, on n'a pas vraiment joué au jeu. Il faudrait faire une deuxième partie pour être encore plus dans le jeu, dire ok, là on a vraiment touché au jeu. Mais on a quand même compris qu'en première partie, déjà, il y a l'évolution justement de la partie qui a permis de comprendre où va le jeu. Vous avez pas eu peur avant de la partie, c'est ma dernière question, hein, que le jeu aborde des questions peut-être trop sensibles ou de pas être légitime pour jouer à ça, ou ça vous a pas du tout traversé ou non? Non, pas du tout. Ça m'a pas traversé l'esprit. Moi, j'ai abordé le jeu alors pas du tout avec le même point de vue que vous, je pense. Moi, j'ai pas du tout été plongé dans le côté historique du jeu. Après, voilà, comme toi, je me tiens très éloigné de l'actualité depuis longtemps. Ouais, pour ta santé mentale. Ouais, surtout depuis le Covid. J'avoue que j'ai coupé le pont avec, j'ai coupé les ponts avec toute forme d'actualité trop importante. Mais moi, j'ai pas du tout adopté ce jeu-là sous la condition historique ou humaine. Moi, j'ai vu ça très bêtement. J'ai un objectif, j'ai tant de troupes. Je dois atteindre mon objectif à tout prix. Et je ferai ce qu'il faut. Non plus. Moi, c'est vrai que non plus parce que j'ai un peu suivi tes conseils où tu disais il suffit juste de jouer au jeu et comme ça on réagit un petit peu justement à chaud. Donc du coup, j'ai pas voulu me préparer pour justement aussi pas avoir d'a priori ou autre ou me monter la tête peut-être tout seul. Très bien. Toi, t'en as eu ou pas? Ouais. Moi, j'ai eu vraiment peur. Bah, tu vois, même, on en parlait un petit peu avant la diffusion du podcast. On se disait, bah voilà, en ce moment, le Hezbollah est en train de se faire attaquer par Israël. Est-ce qu'on va pas aborder, tu vois, au cours du podcast des thématiques graves? Enfin, tu vois. En fait, je pense que j'ai eu cette relation-là que vous n'avez pas parce que vous venez jouer. Moi, je suis aussi diffuseur du podcast. Et t'as une responsabilité. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. La position est pas la même. La position est pas la même. Mais du coup, pas du tout. Au final, nickel, quoi, tu vois. Justement, je trouve que très bien. Le jeu fait très bien. Il n'y a pas de... Justement, tu vois, on a évité le gros cliché de l'occidental qui se pose autour d'un jeu. Ouais, de toute façon, on s'en fout de ces mecs dans le désert. Enfin, tu vois, il y a côté... Non, très vite, en fait, le jeu nous a rappelé à une certaine forme de sérieux, tout en étant, comme vous l'avez dit, plaisant, agréable, etc. Et je trouve que vraiment, le jeu est très bien équilibré, même de ce point de vue-là. Donc, très content à la fois de l'émission et du résultat, et super. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir Merci, fait Merci tester beaucoup. Fitna. C'était vraiment passionnant. Merci à Julien et François de s'être prêtés à l'expérience. À très Merci bientôt, à toi tout de le nous avoir monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.